Stéphanie, j'ai une question à te poser. Oui. La danse des astroparticules propose un regard bienveillant sur les différences qui nous caractérisent. Ne sont-elles pas le fondement même de notre richesse humaine, la source de toute création? Dans la danse des astroparticules, plusieurs opposés se retrouvent. C'est-à-dire, il y a le monde de la poésie, le monde de la magie et le monde du rationnel, de la logique. Il y a le monde aussi des couleurs et le monde du gris. Il y a le monde de ceux qui ne catégorisent pas ou qui ne mettent pas des étiquettes sur les autres, parce que pour eux, chacun de nous est un poème. Et il y a aussi celui qui colle des étiquettes en mettant des diagnostics, par exemple. Donc c'est vrai que tout le long de la pièce, il y a un va-et-vient entre les personnages qui adhèrent soit à un monde, soit à un autre. Maintenant, ce qui est intéressant pour moi, ce n'est pas de rester dans cette dichotomie, on va dire, dans cette caractérisation d'un côté et de l'autre, mais pour moi, ce qui est important, c'est de voir comment on va dépasser ce stade binaire. Parce que bien sûr, si on s'installe d'un côté ou de l'autre, finalement c'est égal. Si on commence à le défendre d'une façon comme si c'était l'unique vérité, entre guillemets, on va dire, très vite on peut monter en symétrie. Donc, pour moi, ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand ces opposés se rendent compte qu'ils sont nécessaires l'un pour l'autre, ils deviennent complémentaires. Mais pourquoi ils se rendent compte qu'ils sont nécessaires les uns pour les autres? C'est parce que finalement, dans toute pensée poétique et magique, il peut y avoir aussi de la logique et du rationnel. Et dans toute pensée rationnelle logique, il y a aussi une touche de poésie et de magie. Tu vois, donc finalement, c'est comment nuancer la chose. C'est comment on va trouver d'une part et d'autre des nuances de l'autre côté, de celui qui est opposant à lui à ce moment-là. Donc, pour moi, la diversité et la richesse de la diversité, elle est là. Elle est dans le fait de pouvoir reconnaître les nuances, de nous rendre compte que grâce à la nuance, la diversité existe, que grâce à la nuance, on peut émettre un positionnement sans que ce positionnement devienne extrême, tu vois, et c'est ça le danger. Quand on n'est pas dans la nuance, on est dans l'extrême. Et le fait de reconnaître en nous cette nuance nous relativise, nous redonne cette dimension singulière, mais relative en même temps. Et pour moi, la différence que je propose des différents personnages dans la pièce, c'est à cause de ça, c'est valoriser cette relativité finalement. Parce que c'est en changeant de point de vue, de place, c'est-à-dire c'est en visitant la perception de l'autre qu'on pourra comprendre son point de vue, même si on ne le partage pas. Mais je pense que c'est nécessaire d'aller chercher à la racine pourquoi il se positionne là où il se positionne. Et c'est seulement en faisant ce chemin et ce voyage, je pense qu'on va essayer de comprendre l'autre, de comprendre sur quel présupposé anthropologique il se base pour émettre la pensée qu'il émet. Et que, bien sûr, ça demande de sortir de la zone de confort de chacun. Parce que être dans la nuance, c'est sortir de la zone de confort. C'est pouvoir se dire, ok, moi, je ressens les choses de cette façon et je les pense de cette façon.
Mais si je vais visiter le point de vue de l'autre, je dois sortir de ma zone de confort. Parce que finalement, là où on s'installe selon nos présupposés anthropologiques, c'est notre zone de confort. Mais moi, je pense qu'on doit toujours être boosté de cette zone de confort et aller vers l'autre, parce qu'on est allé vers soi d'abord, non? C'est le fameux laklek en aramien, on va vers toi pour aller vers l'autre. Donc, moi, je pense que ce mouvement est inhérent à la différence. Je veux dire, si on veut valoriser la différence, on doit nous-mêmes être en mouvement. Il y a une question qui me vient comme ça, dans cette mouvance. Comment je vais te la poser? Aller vers l'autre, c'est sortir de sa zone de confort, hein. Mais aller vers soi, c'est aussi sortir de sa zone de confort. Exactement. Et ouais. Je veux dire, ça, pour moi, j'entendrais que ça irait dans les deux sens. Ouais. Et que la rencontre, elle se fait à l'extérieur de toute zone de confort, malgré tout. Il y a une autre zone de confort que j'entends ici, ce sont les grands lieux communs, ces lieux qui nous rassurent, parce qu'on n'a pas à se positionner, puisque ça nous est donné comme ça. Exactement. Donc ce sont nos grandes vérités qui sont pas forcément des aides. Comment t'articules cela avec... Ce que tu dis, je partage, c'est-à-dire pour se rencontrer avec soi, c'est vrai qu'on a dû sortir d'une certaine, entre guillemets, zone de confort, c'est vrai. Parce que c'est vrai que tous on hérite, on a un héritage derrière nous de présupposés, d'idées reçues, de conditionnements, de préjugés, transgénérationnels bien sûr. Et aussi culturel. Et transculturel, exactement. Donc c'est vrai que pour arriver à cette singularité où se trouve, d'après moi, la liberté, il faut sortir de cette zone de confort qui est faite de tous ces présupposés anthropologiques et tout ce qui vient avec, tu vois. Donc c'est vrai que c'est dépasser une zone de confort. Et je pense d'autant plus que si tu réussis à sortir de cette zone de confort que tu reçois pour finalement arriver chez toi, c'est là que tu vas pouvoir aussi sortir de la zone de confort pour arriver chez l'autre. Tu vois? Ceci ne signifie pas sortir de son centre, pas du tout. Mais c'est juste voyager avec la perception, disons, d'un plan à l'autre, d'un point à l'autre, pour pouvoir nourrir son ressenti du point de vue de l'autre. Parce que c'est grâce à ces différents points de vue que la nuance se construit. Parce que s'il n'y aurait pas des points de vue différents, alors il n'y aurait pas de nuance, tu vois. Ou tout serait blanc, ou tout serait noir, ou la moitié blanc, ou la moitié noire. Et la réalité nous montre que c'est pas comme ça, tu vois. Donc finalement, la nuance, elle existe grâce aux points de vue différents. Est-ce que ça rejoint alors toute cette problématique de la mise en relation de la personne avec l'autre et du respect? Là, on parle de regard bienveillant. Est-ce que le regard bienveillant est aussi ce qui autorise l'autre d'aller vers lui-même pour mieux se définir par rapport à un autre ou soi, ou je sais pas? Ouais. Moi je pense que le regard bienveillant est essentiel. Pour moi, un regard bienveillant est justement un regard qui n'est pas teint de préjugés ou de jugements ou d'idées reçues. Tu vois, pour moi, un regard bienveillant est un regard libre, avant tout. Et c'est pour ça que j'aime la contemplation, parce que dans la contemplation, je ressens et je reçois ce regard bienveillant. Tu comprends? C'est un regard qui permet de voir l'ensemble. Parce que c'est que dans l'ensemble, bien sûr, après on va au détail, on fait constamment un voyage de différents plans, d'un plan à un autre, tu vois. On va du détail à la systémique, disons, pour moi c'est très important de faire ce voyage. Mais à un moment donné, il faut passer par cette vision d'ensemble, cette vision globale, parce que c'est là que tu pourras voir la nuance.
Si tu focalises que dans un point, tu fais de ce point le 100%, alors que ce n'est qu'une partialité. Tu vois, quand tu vois l'ensemble, alors un point de vue s'endort, un autre point de vue émerge, un point de vue disparaît, un autre point de vue se relativise. Et justement, c'est cette relativisation et cette émergence qui est tellement importante, parce que finalement, c'est cette émergence qui nous fait singulier. Parce que ce qui est émergent en moi n'est pas la même chose que ce qui est émergent en toi, tu vois. Donc, pour valoriser cela, on a besoin d'un regard bienveillant, un regard qui soit contemplatif, un regard où, moi je dirais, hein, dans le regard contemplatif que j'adore, c'est parce que je sens qu'il n'y a pas de temps. Le passé, le futur et le présent se joignent dans un seul point. C'est ce que je ressens. C'est comme l'instar qu'il existe entre l'inspiration et l'expiration. Tu vois, c'est ce moment de vide où il y a tout, justement, et où tu es suspendu. Eh bien, c'est ce moment-là, c'est ce regard-là où tu es en dehors des jugements, en dehors des préjugés, et tu contemples l'autre comme une œuvre d'art, malgré tout. Et c'est pour ça que je dis que finalement on a tous un poème à l'intérieur de nous. On a tous un poème. Et ça dépend après comment on l'exprime, comment on le met en valeur, comment on l'habite finalement. Et si on a découvert qu'on a ce poème, parce que des existences peuvent passer à côté de ce poème. Et c'est là que je rejoins le Laclèque, tu vois, le va vers toi, mon aramien. Rejoindre son poème intérieur, c'est aller vers soi.